Très bien. Donc, pharmacologie des antalgiques. Ce que je vous demanderai, si vous voulez bien que vous soyez nombreux, mais ça ne fait rien, si vous ne comprenez pas, vous m'interrompez. En levant la main, de préférence. Alors, les antalgiques vous sont présentés ici, séparés en deux types d'antalgiques. Les antalgiques centraux et les antalgiques périphériques. Sur cette diapositive, vous avez les antalgiques centraux. Ce sont ceux qui se caractérisent par leur action sur la transmission des messages nociceptifs au niveau des relais médulaires et cérébraux. C'est parce qu'ils agissent directement au niveau du système nerveux central. Alors, voilà. Donc, ils se distinguent, enfin, ils comprennent essentiellement, excusez-moi, ce dont on va parler aujourd'hui, des narcotiques. Les narcotiques, ce sont des médicaments qui, dans leur étymologie, sont des médicaments qui entraînent la torpeur, une espèce d'état de sommeil, qui n'est pas souhaité, là en l'occurrence, puisqu'il s'agit de traitement de la douleur. Donc c'est plutôt un effet indésirable. C'est un effet indésirable. Et puis là, il y a ici indiqué des non-narcotiques dont nous ne parlerons pas aujourd'hui. Donc, les agonistes, les narcotiques se distinguent entre morphino-mimétiques, c'est-à-dire qu'ils vont agir sur les récepteurs morphiniques, soit agonistes purs, c'est-à-dire qu'ils vont être simplement stimulants, soit agonistes-antagonistes, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une action qui n'est pas seulement stimulante, mais qu'ils peuvent jouer un rôle inhibiteur. Et ça va entraîner un effet qui est partiel et ça peut avoir des conséquences dans les interactions avec des agonistes purs, dans la mesure où ils vont empêcher leur action. Alors, le morphino-mimétique, le agoniste pur, chef de file, c'est un médicament qui est puissant, c'est la morphine. Et puis vous avez d'autres morphino-mimétiques agonistes purs qui sont plus faibles en action analgésique. Ce sont des médicaments comme la codéine, le dextropropoxyphène, le tramadol. Alors, s'agissant des morphino-mimétiques agonistes-antagonistes, vous avez essentiellement l'analbufine et la buprénorphine. Vous avez les noms de spécialité entre parenthèses. Je sais que ça fait beaucoup de noms nouveaux, mais ce sont vraiment des noms que vous serez amenés à rencontrer souvent. Donc, ils sont à votre disposition. Là, il faut quand même connaître morphine, nalbufine, buprénorphine. Alors, les antalgiques périphériques, eux, n'interviennent pas sur la transmission du message nociceptif, ils interviennent au niveau des récepteurs nociceptifs, en diminuant leur sensibilité. Donc c'est une action qui est complètement différente. Et puis à côté, vous avez d'autres substances qui n'entrent pas tout à fait dans le cadre des antalgiques, mais qui entrent dans le cadre des médicaments qui traitent la douleur. Ce sont ceux qui interviennent sur la cause de la douleur. En particulier, si vous avez une réaction inflammatoire, si vous avez un spasme musculaire lisse, par exemple, je sais pas, une crise de colique néphrétique ou colique hépatique, ou si vous avez une anoxie myocardique douloureuse, angine de poitrine ou infarctus du myocarde. Donc ces médicaments, les médicaments qui vont agir sur ces causes, vont avoir un effet sur la douleur sans être à proprement parler des antalgiques. Est-ce que jusque-là c'est clair? Comme vous ne bronchez pas, je pense que ça doit aller. Alors, nous allons rentrer dans la pharmacologie des antalgiques. Cette figure n'a que pour seul but de vous montrer, ça vous renvoie à des cours antérieurs sur
la transmission des messages nociceptifs qui interviennent, qui arrivent, ce sont des messages afférents qui arrivent par la corne postérieure de la moelle et qui ensuite remontent au niveau du cerveau. Donc ça, je ne reviens pas là-dessus, c'est considéré comme acquis. Pour arriver sur à la fois la physiologie et la pharmacologie, avec une première diapositive qui vous montre que nous avons de manière endogène des molécules qui ont un effet morphinique. C'est notre façon de nous protéger contre la douleur. Et on sécrète au niveau du système nerveux central plusieurs types de substances. Il y a d'abord les encéphalines. C'est peut-être pas la peine que vous reteniez les noms qui sont en dessous. Déjà, c'est déjà pas mal. Les endorphines, les néoendorphines et les dynorphines, et la nociceptine. Celles dont vous entendrez le plus parler sont certainement les encéphalines. Bon, je crois qu'il ne faut pas là trop surcharger votre mémoire. Il faut en connaître l'existence parce que c'est important. Et puis, l'intérêt de vous parler, avant de vous parler vraiment des médicaments de la physiologie et de la physiopathologie, c'est mettre en place un décor où on va pouvoir identifier des cibles thérapeutiques. Les cibles thérapeutiques des médicaments qui vont vous être présentés aujourd'hui, mais peut-être aussi des nouvelles cibles pour les médicaments de demain. Je peux y aller? Alors, les récepteurs de la douleur, ce sont des récepteurs qui reçoivent les signaux douloureux qui vont pouvoir être des cibles thérapeutiques. Vous avez d'abord, ce sont tous des récepteurs transmembranaires, ils sont couplés aux protéines G, d'accord. Bon, ce n'est pas ça qui va centrer le plus notre intérêt aujourd'hui. Les principaux, ceux sur lesquels on a des médicaments pour agir, c'est surtout les récepteurs mu. La lettre grecque mu, et on retrouve de ces récepteurs morphiniques au niveau du système nerveux central, mais aussi au niveau de l'intestin. Et vous le verrez, l'importance de cette notion, parce qu'il y a des médicaments de type morphinique qui sont des antidiarrhéiques. La portée pratique. Alors, il y a aussi des récepteurs kappa, qu'on retrouve aussi au niveau du système nerveux central et de l'intestin, des récepteurs delta, qu'on retrouve au niveau de l'intestin, et puis, moins important actuellement, enfin encore, les récepteurs ORL1. Alors, ces récepteurs, ils se situent au niveau des synapses, à la fois en post-synaptique et en présynaptique. En post-synaptique, vous avez un petit peu le détail ici du récepteur, la protéine G, l'adénylate cyclase, dont l'activité est diminuée, donc diminution de production d'AMP cyclique, diminution de la conductance potassique, hyperpolarisation. Donc, en gros, la stimulation de ces récepteurs postsynaptiques vont avoir un effet dans la diminution du potentiel d'action. Et c'est comme ça que se fait la diminution de la transmission du message douloureux. En présynaptique, la stimulation des récepteurs morphiniques va entraîner une hyperpolarisation dont la conséquence va être l'inhibition de la sécrétion synaptique, de la transmission synaptique et de la sécrétion des neuromédiateurs. Donc en diminuant la sécrétion des neuromédiateurs, on diminue la transmission du signal.
c'est une autre cible pour diminuer la transmission du signal. Alors, vous avez aussi d'autres récepteurs pour la transmission de la douleur qui sont les récepteurs des neurokinines. Les neurokinines sont des substances qui interviennent dans le signal de la douleur, mais ne confondez pas, tout à l'heure quand on était avec les encéphalines, ce sont des substances antidouleurs endogènes, et là ce sont des substances pro-douleurs endogènes. Elles participent à la transmission de la douleur, alors que celles que nous avons vues, elles participent à nous protéger de ce stimulus douloureux. Alors, parmi ces neurokines, vous en avez 3 qui vous sont cités ici et qui correspondent chacune à un récepteur neurokinine NK, NK1, NK2 et NK3, respectivement la substance P, la neurokinine A et la neurokinine B. Alors, on a planté les premiers éléments du décor. Vous avez vu qu'il y avait des messages qui participent à la transmission du message douloureux, et c'est une façon de nous protéger contre les agressions extérieures, mais il y a aussi des messages qui interviennent dans la régulation de la transmission de ce message en le diminuant, ce qui fait qu'on se retrouve avec un système excitateur et un système inhibiteur. Dans le système excitateur, les principaux médiateurs qui interviennent sont le glutamate et la substance P. Et parmi les médiateurs inhibiteurs, le GABA et les encéphalines. Donc vous voyez là intervenir des médiateurs dont on n'avait pas encore parlé tout à l'heure. Alors, au niveau des transmissions, vous vous retrouvez avec la même balance, d'un côté le message nociceptif et de l'autre côté son contrôle. Bon, je ne suis pas sûr qu'il faille que vous reteniez tout ça dans le détail, parce que la somme des connaissances qu'il faut que vous reteniez est quand même importante, donc il faut sélectionner un peu, hiérarchiser, mais vous rencontrerez de nouveau ça, mais c'est plus de la physiologie. Le message nociceptif est transmis par des fibres nerveuses qu'on appelle C, grand C, ou A delta, lentes. Ce sont des fibres qui ne sont pas myélinisées. Alors les corps cellulaires de ces neurones se trouvent dans les ganglions rachidiens. Les récepteurs qui interviennent sont le récepteur au glutamate, qui est le récepteur NMDA, et la substance P, avec, on l'a vu tout à l'heure, le récepteur neurokinine 1, NK1. Pour le contrôle, ce sont les fibres A-alpha, et A-bêta, qui, elles, sont rapides de transmission, c'est la vitesse de l'influx nerveux qui est rapide, et myélinisées. Les corps cellulaires se trouvent aussi dans les ganglions rachidiens. Et à côté de ces fibres A-alpha et A-bêta, il y a un autre type de contrôle qui intervient, qui vient d'en haut. Il est cérébro, donc il vient de l'encéphale médulaire, et il a une transmission sérotoninergique. Vous retrouvez, pour rappel ici, au niveau de la transmission de l'interneurone, l'encéphaline
et le GABA, comme on l'a vu, je crois, c'est dans la diapositive précédente ou une d'avant. Donc, un équilibre entre message douloureux et contrôle de la transmission de ce message douloureux. Ça, on peut passer, c'est un petit peu complexe. Alors, on va commencer par les analgésiques morphiniques. Ce sont les opioïdes. Alors, d'où ça vient? Au départ, il y avait l'opium. Il y a toujours, hein, mais dans l'histoire de l'arsenal thérapeutique, c'est un extrait de la graine de pavot blanc. Bon, retenez pavot. Et alors, dans cet extrait, il n'y a pas que de la morphine, il y a plein d'alcaloïdes, des petites substances chimiques qui ont diverses propriétés. Il y en a une vingtaine, et la morphine représente à peu près 10%. Et vous retrouvez d'autres médicaments qui ont été développés en thérapeutique. Vous retrouvez la codéine, qui est en fait une prodrogue de morphine, qui n'est là qu'à 2%, mais c'est des pourcentages à ne pas retenir, hein. La thébaïne, qui est aussi un précurseur, la papavérine, vasodilatateur. Bon, enfin, ce qui est surtout encore actuellement utilisé comme médicament, c'est la morphine, très importante, et à un moindre degré, la codéine. Le reste, vous pouvez ne pas encombrer votre mémoire. Alors, on parle d'opiacés pour faire allusion à des substances pharmacologiques de synthèse, et cette fois qui sont plus extraites de la plante, et qui miment les effets des opioïdes endogènes, c'est-à-dire qui miment l'effet des neurokines. Je dis une bêtise. Qui miment les effets des encéphalines. Et vous retrouvez en dessous les opioïdes endogènes avec leurs 3 classes, bêta-endorphine, la prépro-encéphaline, parce que ce sont des peptides, alors des peptides qui sont fragmentés, donc il y a des pro-peptides, des précurseurs, et la prépro-dynorphine. Et ces molécules sont présentes dans toutes les zones de modulation de la transmission du message douloureux. Alors, ça c'est pour vous, hein, mais simplement c'est pour vous, tout est pour vous évidemment, je veux dire, c'est à titre indicatif simplement, pour vous montrer à quoi ça ressemble au plan chimique ces molécules. Je vois qu'il y a une rumeur qui grandit, donc ça vous effraie, mais simplement pour illustrer, vous avez donc la morphine là, et puis d'autres agonistes opioïdes antalgiques, le tramadol, dont vous entendrez parler à nouveau, et la méthadone. Alors, j'entends quelqu'un qui tousse, c'est parce que là, il y a des morphiniques qui ont des propriétés antitussives. C'est notamment la codéine et le dextrométhorphane. Là, vous avez des molécules qui sont assez proches, ce sont des antagonistes. Alors ça, par contre, les noms sont importants, surtout la naloxone et aussi la naltrexone. Parce que la naloxone est un médicament que l'on utilise dans le traitement des intoxications, à l'excès de morphine. Donc, vous voyez placé en perspective des médicaments qui sont agonistes forts, la morphine, faibles, la codéine, et des antagonistes comme la naloxone dont on vient de voir la photo.
Alors, ce qui est intéressant à noter au passage, c'est que quasiment tous les effets centraux sont en rapport avec le récepteur mu et que les effets médulaires sont davantage en rapport avec les récepteurs kappa et delta. Donc là, vous avez un tableau récapitulatif qui vous montre les peptides endogènes qui agissent sur des récepteurs morphiniques. Donc ce sont les encéphalines qu'on a vues tout à l'heure, qui sont agonistes pour les récepteurs mu et delta. Vous avez les autres substances non endogènes qui sont des agonistes purs, codéine et morphine. Et vous retrouvez la morphine agoniste franc de mu et faible de delta et de kappa. La codéine est un agoniste faible de mu. Mais on le verra peut-être tout à l'heure, la codéine, c'est en grande partie une prodrogue de la morphine. Et ses effets propres en tant que molécule et son action sur les récepteurs est très contestée. On pense que probablement cette molécule n'agit que par l'intermédiaire de son métabolite. Alors, on passe des agonistes purs aux agonistes antagonistes. Vous avez la buprénorphine et la nalbuphine, qui sont tous les deux des agonistes partiels. Et vous retrouvez l'antagoniste qu'on a vu en photo, qui est antagoniste pour les 3 types de récepteurs. Ça va? Vous souffrez? Qu'est-ce qui ne va pas? Tout. Ouais, je sais bien, mais c'est... Si vous voulez, mon propos, je m'appuie sur les diapositives. Les diapositives, vous savez tous les lire. Mais le principal intérêt de cette présentation, c'est d'essayer de dégager les choses qui sont plus importantes que d'autres. Parce que la somme des connaissances est importante, surtout pour une première rencontre. Bon, après, les choses vont s'incruster un peu plus, elles vont se compléter, mais il faut essayer de retenir les éléments les plus importants, et c'est ce que j'essaie de sélectionner. Ça, on va pas s'attarder là-dessus. Alors, en matière de pharmacodynamie, les mécanismes de l'analgésie, l'analgésie dépend de la distribution des récepteurs. L'action médulaire se fait essentiellement au niveau de la corne dorsale. C'est là où il y a des fibres lentes et c'est là où il y a le premier interneurone de transmission. Et l'intérêt de vous parler de l'action médulaire en thérapeutique, c'est qu'il y a là la possibilité d'administrer au niveau de la moelle, au niveau périmédulaire, des médicaments qui vont avoir un effet analgésique. Et l'utilisation en thérapeutique, c'est une anesthésie loco-régionale. Ça, par contre, ça a un impact thérapeutique bien précis. Et on utilise, pour ces anesthésies loco-régionales, le fait qu'il y ait des récepteurs de la douleur au niveau de la moelle. Alors, au niveau central, bon, c'est davantage pour les médicaments qui sont... ça concerne davantage les médicaments qui sont administrés par voie générale, soit par voie orale, soit par voie injectable. Et l'effet central qui va se faire par les molécules amenées par voie sanguine va se faire aussi bien au niveau central qu'au niveau de la moelle, bien sûr. Et l'analgésie à ce niveau-là va essentiellement
porter sur une inhibition de la transmission du message douloureux, soit en inhibant la transmission synaptique, hop, soit en stimulant des voies freinatrices de la douleur, soit en stimulant le relargage des endorphines. C'est les encéphalines qu'on a vues tout à l'heure. Oui. Alors, les effets des morphiniques, notamment de la morphine, au niveau du système nerveux central, sont multiples. Alors, comme toujours, quand il y a beaucoup de choses, il faut essayer de dégager les principales choses. C'est un peu ce que visent les couleurs. Vous avez, à côté de l'effet analgésique, un effet sur l'humeur. Ça provoque une euphorie et parfois une dysphorie, c'est-à-dire c'est finalement une modification d'humeur qui n'est pas agréable, qui peut même entraîner une angoisse. À côté de ça, vous avez une sédation. Rappelez-vous, j'ai prononcé le mot de narcotique. Important aussi, le fait que les morphiniques entraînent une dépression respiratoire. Donc on voit là l'apparition à travers ces effets, des effets indésirables que l'on peut observer à côté de l'effet antalgique souhaité. L'inhibition de la toux, ça c'est à l'origine du développement de médicaments qui visent à calmer la toux et qui n'ont pas pour objectif de calmer la douleur. Le myosis, bon, ça n'a pas d'impact thérapeutique, mais ça peut être un symptôme d'intoxication, par exemple, le myosis. La dépendance physique et psychique, c'est quelque chose qui s'installe pour les traitements dont les administrations sont répétées à plus long terme. La dépendance physique, ça s'exprime par le fait que quand on arrête les médicaments, il y a des symptômes qui apparaissent et qui correspondent au syndrome de sevrage. Et la dépendance psychique, c'est le besoin qu'éprouve le patient de rechercher à nouveau ce médicament. La rigidité du tronc, c'est un effet indésirable qui s'observe avec certains morphiniques qui sont utilisés en anesthésie et en réanimation. Évidemment, ça n'est pas souhaité. Les nausées, les vomissements, les effets indésirables, la sécheresse de la bouche. Les morphiniques peuvent entraîner aussi des céphalées, et ça c'est en rapport avec une hypertension intracrânienne, HIC, et le prurite périnasal. Ça, si vous voulez, autant tout à l'heure vous aviez poussé des cris sur le tableau qui visait à vous donner une idée des différentes voies et sur lesquelles on a passé. Là, par contre, c'est quelque chose sur lequel je me permets d'insister pour que vous fassiez un effort de mémoire. Alors, à côté de ces effets sur le système nerveux central, vous avez des effets sur le muscle lisse. Alors, on ne va pas faire catalogue, hein, mais oui, mais je suis désolé, mais je ne peux pas par démagogie
pour vous être agréable, pour être très populaire, vous dire la morphine n'agit que sur le récepteur mu, retenez ça, c'est bon, allez en paix. Bon, ça ne serait pas très honnête de ma part, je suis bien obligé, ce n'est pas moi qui fait qu'il y a d'autres effets que les effets antalgiques et que ce n'est pas dans le catalogue qui, quand vous le découvrez, évidemment, comme toutes les listes, a un effet ennuyeux. J'essaie de dégager ce qui va pouvoir être rencontré comme effet indésirable ou éventuellement qui peut être développé pour son effet propre. Par exemple, c'est ce qu'on a vu sur les antitussifs, c'est ce qu'on verra pour les antidiarrhéiques. Alors, l'hypotension orthostatique, c'est un effet sur le système cardiovasculaire qui est indésirable. Quelque chose sur le système nerveux, le tube digestif, le ralentissement, et là vous allez retrouver à la fois une indication thérapeutique et un effet indésirable, c'est qu'un gros inconvénient des morphiniques, c'est que ça constipe. Et pour des patients, ce n'est pas simplement un problème de confort, c'est vraiment un problème majeur de transit. C'est pour des patients qui sont traités durablement, c'est vraiment ennuyeux. Et ça n'est pas étranger au développement de médicaments antidiarrhéiques, auxquels on n'a pas fait allusion encore, mais j'essaie d'y faire allusion. Alors, l'avantage de, de ce ralentissement du péristaltisme intestinal, c'est que ça peut être utilisé pour calmer la douleur en cas de spasme douloureux. C'est bien pour le péristaltisme, c'est moins bien pour les sphincters, parce qu'au niveau des sphincters, vous pouvez... Ah, zut! Vous pouvez avoir une rétention d'urine. Je n'insisterai pas sur les autres effets. Peut-être la relaxation de l'utérus, enfin bon. Alors, parmi les autres effets périphériques à mentionner, c'est ni le système nerveux central ni le muscle lisse, c'est un effet dépresseur immunitaire, mais ce n'est pas quelque chose de central, ce n'est pas majeur, je veux dire. Ce n'est pas une préoccupation centrale. Alors, revenons sur la pharmacodynamie au niveau du tube digestif. La morphine diminue le tonus des fibres longitudinales, donc diminue le tonus, mais diminue aussi le péristaltisme des fibres longitudinales. C'est ce qui explique cette parésie. Et en même temps, l'effet analgésique s'il y a un spasme. Mais en revanche, ce médicament augmente le tonus des fibres circulaires au niveau des sphincters. Ça peut être au niveau du pylore, de la valve iléosécale, du sphincter anal, du sphincter d'Oddi, du sphincter vésical. C'est pour ça que vous pouvez avoir une rétention d'urine. Je ne vais pas bouger. C'est bon? Non. Avec ce tableau, je regarde toujours les mêmes. Hein. Alors, toujours dans la pharmacodynamie, des choses importantes concernant les effets indésirables. Déjà, je vous l'ai annoncé en vous présentant les molécules. Là, l'analoxone revient avec le traitement des surdosages. Donc, c'est un médicament qui est un antagoniste compétitif.
c'est important si vous avez un patient qui est intoxiqué par la morphine et qui a une dépression respiratoire, pour l'aider à retrouver très vite un contrôle spontané de sa respiration. L'avantage, c'est que c'est un effet rapide. Enfin, ça ne dispense pas forcément d'avoir besoin d'une ventilation assistée. On a déjà vu ça. Alors, parmi les effets indésirables, des choses auxquelles j'ai fait déjà allusion, mais sur lesquelles on revient un peu plus profondément, la notion, non ça j'en ai pas parlé, la notion de tolérance. Qu'est-ce que c'est que la tolérance? De manière abusive, vous entendrez souvent les gens parler de tolérance. En fait, ils parlent de la sécurité des médicaments. Un médicament qui a une bonne tolérance. C'est un abus de langage, c'est du franglais, parce que ça vient de l'anglais tolerance, mais c'est utilisé en anglais pour parler de la bonne sécurité. Une bonne tolérance, en anglais, c'est une bonne sécurité. Et en français, cet abus de langage entraîne une confusion, parce qu'au plan pharmacologique, la tolérance, et c'est ça la vraie tolérance, c'est une perte de l'effet quand le traitement est poursuivi. C'est-à-dire vous commencez à une dose, vous avez un certain effet, vous répétez les doses, et puis vous vous rendez compte qu'elle ne continue pas d'avoir le même effet, mais entraîner un effet moindre. Et bien c'est ce qu'on observe avec les morphiniques. Du coup, ça a tendance à entraîner une augmentation des doses pour essayer toujours d'obtenir le même effet. Et ça correspond au plan physiologique, souvent au fait, je crois qu'on va le revoir sur une diapositive, que c'est une espèce de régulation négative des récepteurs avec une internalisation. Donc il y a moins de récepteurs disponibles, ou bien des découplages au niveau de la transmission du stimulus interaction récepteur et la machinerie intracellulaire, donc découplage membranaire. Alors la dépendance physique, eh bien, elle se traduit, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais ça mérite d'être répété 2 fois, à l'arrêt du traitement, par une recrudescence des symptômes quand on arrête. Ben, les mécanismes, ils sont là, c'est ceux que je vous ai dit. Les mécanismes de la dépendance psychique, on en reparlera à l'occasion d'un autre cours. Donc là, on va parler que de la dépendance physique. Alors, pharmacodynamie des effets utiles en clinique, les indications. La principale indication, c'est le traitement de la douleur. De différents types. Et s'agissant de la morphine, c'est pour les douleurs intenses, parce que c'est un médicament qui est un analgésique puissant. Elle peut être viscérale, elle peut être post-opératoire, elle peut être toutes les douleurs aiguës intenses. Tout à l'heure, on a parlé de la toux. La toux, il faut faire très attention parce que la toux, c'est un mécanisme de défense. C'est un mécanisme qui vise à évacuer les sécrétions et qu'il faut respecter dans la grande majorité des cas. Sinon, on risque d'avoir des phénomènes d'obstruction et d'infection par stagnation des sécrétions que la toux vise à évacuer. Et dans la grande majorité des cas, les traitements antitussifs ne sont pas souhaitables. En revanche, quand on a une toux qui est sèche, et seulement si elle est sèche, là, il y a une indication. Par exemple, des patients qui auraient un épanchement pleural entraînant une toux sèche, ils n'ont rien à évacuer,
Là, par contre, ça peut être utile. Dans la grande majorité des cas, ce n'est pas utile. Parce que dangereux. Heureusement, la majorité des antitussifs dans le commerce, et ça, c'est une petite parenthèse et on s'écarte, qui ne sont pas des morphiniques, sont des médicaments qui sont inefficaces. Donc ça coûte cher à la sécurité sociale, mais ça ne fait pas grand-chose. Heureusement, dans une certaine mesure, parce qu'ils ne sont pas nuisibles. Mais si on utilise des morphiniques comme antitussifs, là, ils sont efficaces, puissants, et ils peuvent être dangereux s'ils ne sont pas utilisés à bon escient. Alors, analgésie, tout. On n'insistera pas parce que ça, c'est pas facile à expliquer parce que les mécanismes sont complexes et le but, c'est pas de parler de cette pathologie, c'est dans l'édème aigu du poumon. Quatrième perspective thérapeutique, enfin indication, c'est pas une perspective, c'est une indication, c'est le traitement de la diarrhée. Et en général, on utilise des morphiniques qui ne passent pas la barrière hémato-encéphalique, donc on n'en a pas les effets centraux, simplement les effets périphériques. C'est tout à fait ce qu'il nous faut pour l'intestin. Et on utilise les propriétés des morphiniques qui visent à diminuer tonus et péristatisme intestinal. Là, vous avez des noms de médicaments, mais bon, ils sont à votre disposition. C'est ce que j'appelais, ils sont là pour vous, mais il y a une indication qui est un peu particulière, qui est toujours dans la douleur, c'est le traitement de la douleur dans l'anesthésie. Vous savez, quand on anesthésie des patients, qu'on les endort et qu'on les opère, c'est pas parce qu'ils ne sont pas conscients qu'ils ne ressentent pas la douleur. Et ça se traduit par le fait qu'on s'en rend compte sur des modifications sur le rythme cardiaque, sur la pression artérielle. Les patients qui sont anesthésiés ont besoin de recevoir en même temps, même s'ils ne peuvent pas manifester leur sensation de douleur, ils ont besoin d'antalgiques et d'antalgiques puissants, et c'est une indication à l'utilisation des morphiniques. Une autre indication pour certains morphiniques, comme la méthadone, qui sont utilisés comme traitement des toxicomanies. C'est une façon de sevrer avec des médicaments un peu plus maniables et censés entraîner moins de dépendance, de sevrer les patients des drogues dures. Bon, ça on a déjà vu. Les antidiurétiques, on passe. Alors, la pharmacocinétique des opioïdes, finalement, quel est leur destin dans l'organisme? Il y a quelques éléments, on ne va pas rentrer dans une description détaillée sans intérêt. Il faut savoir que ce sont des médicaments qui peuvent s'administrer par plusieurs voies, injectables certes, mais qui aussi peuvent être administrés par voie orale, parce qu'ils sont bien absorbés. L'inconvénient pour la voie orale, c'est qu'ils passent par le foie, subissent un métabolisme, et ce métabolisme est variable d'un individu à l'autre, ce qui fait que la quantité que l'on administre n'est pas la même pour tous les patients. Enfin, la fraction de la quantité qu'on administre qui atteint la circulation générale n'est pas la même pour tous les patients. Donc, à cause de cet effet de premier passage variable qui trappe une partie de la molécule en la transformant, l'exposition est variable et l'effet est variable. Donc on contrôle moins bien qu'avec une injection. Alors, la distribution, bon, on ne va pas en dire grand-chose, si ce n'est que selon les molécules, les opioïdes passent ou ne passent pas la barrière ménagée. On va dire un petit mot sur le métabolisme pour parler de deux choses. La première, c'est la morphine. La morphine, c'est un médicament dont une partie de l'élimination se fait par glycuroconjugaison. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'il y a un métabolite qui est un métabolite en position 6, donc c'est pour ça qu'on l'appelle le M6G, G c'est pour glycuronide, est un métabolite actif. Donc il participe à l'effet de la morphine. Ça, c'est le point intéressant à connaître.
Et le deuxième point intéressant à mentionner pour le métabolisme, c'est un autre médicament, cette fois c'est la codéine, dont je vous ai déjà dit que c'était une prodrogue de la morphine. Et peu importe, hein, la transformation métabolique, c'est une déméthylation, on s'en moque, mais surtout elle est dépendante du cytochrome 2D6. Or, la caractéristique de ce cytochrome, c'est de faire l'objet de mutations fréquentes qui font que dans la population, il y a des transformeurs intenses, ou qu'on dit rapides, et puis d'autres qui transforment peu. Alors si, comme on le croit actuellement, la codéine agit essentiellement par son métabolite, la morphine, et que le passage de la codéine en morphine se fait par l'activité du 2D6, pour ceux qui ne transforment pas beaucoup, il n'y aura pas beaucoup de passage de codéine en morphine, donc peu d'effet. Donc c'est un élément important de la variabilité de la réponse au traitement analgésique de la codéine. De la même façon, chez les enfants petits, nouveau-nés, petits nourrissons, il y a une immaturité du 2D6 qui fait que la codéine n'est pas une bonne indication à cet âge pour traiter la douleur. Alors, les métabolites sont éliminés par le rein, bon, ok. C'est pas ok, c'est pas sans intérêt parce que comme il y a des métabolites qui sont actifs, en cas d'insuffisance rénale, il va y avoir une rétention de ces métabolites, donc un effet plus important. Pour le reste, je pense qu'on va passer. Alors, la pharmacogénétique, j'ai un petit peu anticipé. C'est juste dire un mot pour le supplémentaire pour le 2D6 et l'effet sur la codéine, pour dire que dans une population, c'est un élément que je ne vous avais pas donné, dans une population européenne, enfin dite caucasienne, il y a à peu près 10% de lents. Ce n'est pas beaucoup, mais enfin c'est déjà pas mal. Alors en matière de pharmacogénétique, il y a aussi quelque chose qui est intéressant à connaître. C'est les mutations sur la pompe P-glycoprotéine. C'est une pompe membranaire. C'est une pompe d'efflux qu'on retrouve à beaucoup d'endroits, notamment au niveau de la paroi intestinale, à la surface des entérocytes, que l'on retrouve aussi au niveau du tubule rénal, qu'on retrouve aussi au niveau de la barrière hémato-encéphalique. Donc à plusieurs endroits de passage des molécules. Cette pompe, elle est dite d'efflux parce que son rôle, son travail, c'est de renvoyer à l'extérieur des molécules qui sont entrées dans la cellule. Et ça, comme il y en a pas mal au niveau de la barrière intestinale, au niveau de l'absorption intestinale, elle contribue à diminuer la biodisponibilité des molécules qui sont substrats de cette pompe. Alors là aussi, l'activité de cette enzyme est génétiquement déterminée. Et il y a des mutations. Bien sûr, vous ne retenez pas ça dans le détail. Et ça peut avoir des implications sur certains morphiniques substrats de la PGP, notamment le sufentanil pour l'analgésie péropératoire. Alors, il y a une source de variabilité importante de l'effet des morphiniques, ce sont les interactions. On ne va pas trop parler de ça parce que ce sont des médicaments qui sont plus guère utilisés. En revanche, il est important de parler du risque d'interaction entre des agonistes partiels et des agonistes purs. Les agonistes partiels qui ont un effet en partie antagoniste vont diminuer l'effet des agonistes purs par blocage compétitif des récepteurs. Et si on donne chez un patient qui était traité et contrôlé pour sa douleur par un agoniste pur, si on donne un agoniste antagoniste, on risque de voir à la fois réapparaître
les symptômes, la douleur, mais en même temps entraîner un syndrome de sevrage. Donc ça, ce sont des associations qui sont contre-indiquées. En bas de la diapositive, vous avez des associations qui sont déconseillées. Rappelez-vous, morphinique, c'est un narcotique, torpeur, sommeil. Eh bien, l'association d'alcool qui va majorer l'effet sédatif est déconseillée. Je finis par avoir mal aux doigts, à taper comme une brute. Alors, autres associations, c'est peut-être pas la peine de marquer tout dans le détail, parce que vous allez être noyé. De toute façon, ces documents, vous les avez. Hein, vous les avez, vous allez les avoir. Bon. Rappelez-vous, morphine, dépresseur du système nerveux central. Donc, attention aux associations avec les autres dépresseurs du système nerveux central. Attention aux médicaments qui vont avoir un effet dépresseur respiratoire, puisque la morphine est un dépresseur respiratoire. Donc attention à l'accumulation de l'effet et au risque de dépression respiratoire grave. Contre-indication absolue, oui, grossesse si posologie élevée, allaitement, c'est surtout vrai pour la fin de la grossesse, l'insuffisance hépatocellulaire grave, parce que c'est des médicaments qui sont transformés par glycuroconjugaison, donc essentiellement hépatiques. Rappelez-vous que l'on a vu tout à l'heure dans la liste des effets que ça pouvait provoquer une hypertension intracrânienne. Donc évidemment, en cas de traumatisme crânien et d'hypertension intracrânienne, il ne faut pas en administrer. Et puis un syndrome abdominal d'origine inconnue, certes, il y a l'effet analgésique, mais on peut éventuellement, quand on ne connaît pas la cause, en augmentant le tonus des sphincters, majorer l'effet... majorer la douleur abdominale, éventuellement compliquer la situation. Alors, situation déconseillée. En fin de grossesse, il est déconseillé d'utiliser de la morphine chez la mère parce que ça va passer à travers le placenta et peut entraîner à la naissance une dépression respiratoire du nouveau-né. L'insuffisance rénale, ce n'est pas que ce soit forcément contre-indiqué, mais il faut l'utiliser à dose réduite. L'insuffisance respiratoire, à dose adaptée, en surveillant la fréquence respiratoire. Les personnes âgées, qui sont d'une manière générale plus sensibles. Les constipations, puisque ça constipe, ce ne serait pas très heureux. Les sportifs, attention au contrôle antidopage. Et la conduite d'engin, et la conduite automobile, avec le risque de somnolence. Bon, c'est un peu catalogue, je vous l'accorde, mais c'est quand même des choses qui ont un impact sur la prise en charge des patients et que je ne peux pas vous passer sous silence. Alors, les règles d'administration. Certes, il ne faut pas donner des morphiniques à toutes les douleurs, mais il faut le donner pour les douleurs intenses. Il y a une chose qui n'est pas mentionnée dans ces diapositives et ça mériterait quand même que... on va passer au tableau. Voilà. Que ce soit mentionné, c'est qu'on définit les analgésiques d'une manière générale, les antalgiques, en 3 paliers.
pour les douleurs intenses, ce sont les médicaments de palier 1. Et c'est là où on trouve les morphiniques. Ensuite, vous avez le palier 2. Et pour les douleurs moyennes et pour les douleurs modérées, le palier 3. Non, c'est le contraire. Ah ouais. Et là, pour le reste, on va le compléter en fonction des médicaments qu'on va rencontrer après. Ici, vous avez déjà les agonistes-antagonistes. Nalbuphine, par exemple. Buprenorphine. Vous avez aussi le tramadol. Vous voyez rien? Donc c'est pas une bonne idée d'écrire au tableau. C'est parce que je suis devant? Ah bah alors. C'est pas terrible quand même, hein? On fera plus ça. C'est quoi l'élégance de ce message? La pause. Alors, je vais vous demander encore un tout petit peu parce que le cours se partage en deux. Il y a les morphiniques ensuite et les non morphiniques. Donc, on va finir les morphiniques et on fera la pause. Il n'y a plus pour très longtemps. Codéine en palier 2. On va peut-être passer ça. Vous êtes content parce qu'on passe, mais c'est peut-être un sevrage de connaissances. Hein. Bon, un peu d'indication sur la tolérance, syndrome de sevrage, comme on est pris par le temps. On a déjà vu. C'est la pause.
trop propre-système, de savoir où est-ce que ça se mettait dans tout ça. les deux. Et c'est par rapport à la codéine, tout ça, parce que il y a les deux aussi. Les deux aussi. D'accord, mais c'est au niveau pharmacodynamie, tout ça. Enfin, non, mais par rapport à ce qu'on a vu là, c'est non, mais c'est un opioïde aussi, c'est Parmi ces médicaments du cannabis, il y en a qui agissent sur la sécrétion sérotoninergique de la mort. Et que des systèmes, je pense que c'est un action sur le système nerveux. d'accord. Ouais, bah, c'est parfait. Ah, merci. Mais de rien, de rien. Il y a un autre message qui vient m'être demandé. Oui. Donc, en fait, c'est que le mécanisme d'action de ce système, c'est très bien quand c'est un peu complexe, c'est pas simplement sur la pharmacologie. D'accord. C'est pas un AMS, ça c'est clair. Ouais. Mais c'est des médicaments qui aident notamment sur la transmission sérotoninergique. C'est le tramadol par exemple. Ouais, je sais pas parce que c'est compliqué. Ouais. Donc ici, ça m'est sorti d'esprit. Donc je vais pas laisser ma procédure. Ouais, bien sûr. Et je pourrais le mettre quelque part. De ne pas répondre. Bien sûr. Mais non, mais il y a un sujet spécialement créé pour ça. Donc, auquel tout le monde a accès. En fait, c'est sur le forum. Il y a un forum avec. Il y a un sujet sur les remédies. Donc voilà, donc je le mettrai là-dessus quand vous m'aurez répondu, ça permettra aux gens de se renseigner. Voilà. L'examen, c'est lundi. Alors, je ne connais pas le jour exact. C'est la semaine juste avant les vacances scolaires. De décembre, donc. C'est en décembre. Lundi 17. C'est mi-décembre. Ouais, voilà. Un peu de temps avant quoi? Vous fassiez les questions. Pour l'examen. Ouais, non, ça va. Non, mais je pensais aussi au délai parce que j'ai une idée de d'accord. Donc, je vais marquer sur mon temps. Oui, bien sûr. Très bien. Je vous remercie, monsieur. Merci.
Je vous propose de reprendre. Avec les antalgiques non morphiniques. Par opposition aux antalgiques centraux qui agissent sur la transmission des messages nociceptifs au niveau des relais médulaires ou cérébraux, les antalgiques périphériques, eux, diminuent la sensibilité des récepteurs aux stimulus nociceptifs. On l'a déjà vu, on renfonce le clou. Alors, ce sont des médicaments qui n'ont pas que des propriétés antalgiques. Ils ont parfois d'autres propriétés associées selon les molécules, notamment des effets antipyrétiques, diminuer la température des sujets fébriles, et des effets anti-inflammatoires pour certains d'entre eux. Alors, quand ils agissent sur la température, ils ne font baisser la température que s'il y a de la fièvre. C'est-à-dire que si on donne un de ces médicaments analgésiques antipyrétiques à un sujet qui n'a pas de fièvre, ça ne fera pas baisser sa température normale. Ce sont des médicaments qui, au plan de l'intensité de l'effet, ont un effet qui est moindre, bien moindre que la morphine. Et là, on va les situer dans le palier 1. Et puisqu'on écrit, on ne voit pas très bien ce que j'écris, je vais donc surtout le dire. On va trouver dans cette catégorie-là surtout le paracétamol, et les AINS, c'est-à-dire les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc, ce sont des médicaments qui n'ont pas d'effet dépresseur respiratoire. Ces médicaments n'ont pas d'effet toxicomanogène. Il y a ceux qui ont des propriétés inflammatoires, et ce sont les AINS, dont l'aspirine, qui est un AINS un peu particulier, mais c'est un AINS, c'est le plus ancien. Et puis d'autres, là il y a une faute de frappe, zut. Celui sur lequel j'insisterai plus, c'est l'ibuprofène. Il manque un I au début, ibuprofène. Ah ben le I, je ne sais pas pourquoi il est ici. Et puis, pour ceux qui sont dépourvus de propriétés anti-inflammatoires, c'est essentiellement le paracétamol. Là, il y a un autre médicament qui vous est indiqué, mais qui n'est pas utilisé, c'est la noramidopyrine qui donne des aplasies médulaires. Donc, on va oublier. Paracétamol, hein, c'est AINS et paracétamol. Donc, on va parler essentiellement, pour commencer, du paracétamol, qui s'appelle, pour les Anglais, acétaminophène, évidemment sans accent et en l'occurrence sans E, qui a des propriétés analgésiques et antipyrétiques, qui n'a pas de propriétés anti-inflammatoires. Donc c'est un médicament de la douleur qui est en palier 1, c'est-à-dire faible à modéré. Et c'est un médicament très utilisé pour le traitement de la fièvre chez l'enfant. Alors, c'est un médicament qui est un vieux médicament, qui est en vente libre, qui est souvent dans les pharmacies familiales et qui est utilisé en automédication. La pédiatrie, j'en ai déjà parlé. Et c'est, pour vous donner simplement une idée, c'est l'antalgique antipyrétique le plus consommé dans le monde. Alors, pour la douleur aiguë ou chronique, mais toujours légère à modérée, palier 1 selon la classification de l'OMS, traitement de la fièvre de l'enfant.
OK? Alors, il peut s'utiliser seul ou en association avec d'autres médicaments, notamment des médicaments de palier 2. Et vous retrouvez, ça complète le tableau des médicaments de palier 2, la codéine, le dextropropoxyphène, le tramadol. Mais, bon, ce que j'aime bien, c'est que vous hurlez quand il y a une liste, et puis que quand j'en donne qu'un ou deux, vous dites « Et celui-là, où est-ce qu'on le met? Et celui-là, où est-ce qu'on le met ?» Mais c'est beaucoup mieux quand c'est vous qui le demandez. C'est pas grave. Là, on va pouvoir passer là-dessus, parce que ça se lit simplement, hein, sur la posologie. Alors, c'est un médicament donc, de palier 1 qui a un effet assez rapide, bien qu'il se donne par voie orale. Il est du même niveau d'effet antalgique que l'aspirine, donc dans le palier 1, qui est un AINS. Le mécanisme d'action de l'effet antipyrétique, c'est par son action au niveau de l'hypothalamus. C'est une très vieille molécule dont on n'a pas complètement élucidé le mécanisme d'action, parce qu'il est catalogué comme médicament à effet analgésique périphérique, et c'est comme ça que je vous le présente. Bon, ça colle en général avec des médicaments qui ont un effet bien moindre que la morphine, mais c'est plus complexe que ça. Il a manifestement des effets aussi au niveau de la moelle épinière. Et je ne veux pas compliquer les choses à plaisir, et on va rester simple, mais sachez que ce n'est pas aussi simple que je vous le présente. Donc il n'a pas d'action, le paracétamol anti-inflammatoire, bien que, on ne l'a pas vu encore, les anti-inflammatoires agissent comme inhibiteurs de la cyclooxygénase périphérique. Il a probablement un petit inhibiteur. On se demande si l'effet antipyrétique au niveau de l'hypothalamus, ça ne passerait pas quand même par les prostaglandines. Donc le mieux, c'est de ne pas creuser parce que vous allez plus vous y retrouver. Donc restons schématiques. Contrairement à l'aspirine, il n'a pas d'action anti-agrégante plaquettaire. Ça arrive là comme les cheveux sur la soupe, mais vous allez voir que ça va prendre son sens après quand on va être à l'aspirine. Alors, c'est un médicament qui se donne essentiellement par voie orale, bien qu'il y ait des formes injectables, soit sous forme directement injectable, soit sous forme directement injectable sous forme de paracétamol, soit sous forme de prodrogue. Il y a des esters, c'est un médicament qui n'est pas facilement soluble, qui s'élimine relativement vite, qui se distribue un peu partout, mais bon, on n'a pas de raison il n'y a pas de fait saillant, donc je ne vais pas m'attarder. Par contre, c'est important de parler de son métabolisme, parce que ça a une incidence, je ne dirais pas en thérapeutique, si quand même, et en médecine. C'est un médicament qui est essentiellement éliminé par deux voies de conjugaison, la glycuroconjugaison et la sulfoconjugaison. La belle affaire, me direz-vous. Ce qui est important à savoir, c'est que ces deux voies du métabolisme sont saturables. Et que quand ces voies sont saturées, quand la quantité de médicaments administrés est importante, notamment en cas d'intoxication, eh bien, il y a une voie du métabolisme qui s'exprime, alors que normalement tout le médicament va vers la conjugaison, et elle est dépendante probablement de plusieurs cytochromes, et elle donne naissance à ce métabolite compliqué, peu importe si vous ne retenez pas le nom, le NAPQI, qui est un médicament, qui est un métabolite qui va lui-même se conjuguer avec le glutathion. Et tout va en rester là parce que sa nocivité va être ainsi neutralisée. Mais dans une situation d'intoxication, dans laquelle non seulement la glycuro et la sulfoconjugaison sont saturées et il y a production de beaucoup de métabolites toxiques, NAPQI, comme les réserves de glutathion ne sont pas illimitées, il y a un moment où
ben, cette conjugaison, elle est elle-même saturée. Et du coup, le NAPQI devient libre. Et il devient libre, il est réactif et il se fixe aux structures des cellules dans lesquelles il a été synthétisé, essentiellement au niveau du foie. Et c'est comme ça qu'on explique la toxicité majeure hépatique du paracétamol en cas d'intoxication, qu'on ne rencontre pas aux doses thérapeutiques habituelles. Et en Grande-Bretagne, c'est fréquent à visée suicidaire. Bon, l'élimination des métabolites est rénale, mais c'est quand même un médicament essentiellement éliminé par transformation métabolique et principalement hépatique. Bon, c'est un schéma qui récapitule ce que je viens de vous dire. Ça n'ajoute pas grand-chose. Alors, à cause de l'importance de son métabolisme hépatique, c'est un médicament qui est contre-indiqué en cas d'insuffisance hépatocellulaire sévère. L'autre contre-indication, c'est l'hypersensibilité au paracétamol, c'est très rare. En gros, c'est un médicament qui n'a, pour ainsi dire, pas de contre-indication et qui, aux doses thérapeutiques, est très bien toléré. Vous voyez, moi-même, je dis toléré. Disons qu'il y a une très bonne sécurité. Alors, vous savez, comme toujours dans les effets indésirables, vous retrouvez des listes à n'en plus finir, une kyrielle de choses. Mais ce qui est à retenir en l'occurrence, c'est que pour le paracétamol, ce n'est pas majeur. Donc n'encombrez pas inutilement votre mémoire avec des effets indésirables multiples, peu intenses et ayant assez peu d'impact clinique. Alors, l'intoxication au paracétamol est une intoxication qui est grave parce qu'elle n'est pas facilement curable. En gros, ça débouche sur la greffe hépatique, ça fusille le foie. Et comme souvent dans les intoxications, la première des choses, c'est d'essayer de vider l'estomac, c'est d'essayer de maintenir le paracétamol dans l'intestin pour qu'il ne soit pas absorbé, celui qui ne l'est pas déjà. Donc on donne du charbon actif. Et il y a un médicament qui va apporter du glutathion, enfin qui va apporter des groupements SH, parce que ce sont les groupements SH du glutathion qui vont neutraliser le NAPQI, et on donne de l'acétylcystéine qui peut se donner soit sous forme orale, soit sous forme injectable pour réapprovisionner, reconstituer les réserves en glutathion. Alors, ce qu'il y a à dire de plus à propos de l'intoxication, c'est que on peut se faire, quand on voit arriver quelqu'un, on ne sait pas la quantité qu'il a pris et on ne sait pas les conséquences que ça va avoir. Alors, il y a un élément, il y a un graphique, enfin un homogramme, qui permet, connaissant l'heure à laquelle le médicament a été pris, et de voir quelle est la concentration plasmatique. Ça permet de situer dans le graphique l'état du patient. Soit il n'y aura pas de toxicité hépatique, soit elle est possible, soit elle est probable. Donc évidemment, plus c'est tard et plus c'est élevé, pire c'est. Par contre, d'avoir une concentration élevée très tôt après l'intoxication, ce n'est pas forcément de mauvais pronostic. Donc c'est une façon de se situer en termes de pronostic pour le patient. On passe aux INS. Alors, les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont des inhibiteurs de la cyclooxygénase, qu'on appelle aussi COX. Vous voyez ici, replacé à partir des phospholipides de membrane, la libération ici avec la phospholipase A2 de l'acide arachidonique. Et c'est l'acide arachidonique qui va être transformé par la cyclooxygénase pour donner des prostaglandines et le thromboxane A2. Bon, il y a une autre voie qui est la voie de la lipooxygénase qui va donner des leucotriènes.
Bon, je peux passer, hein, vous n'avez pas recopié ça quand même. Mais c'est quand même bien utile. Vous l'avez déjà. Bon. Là, c'est une autre, le même schéma, mais simplement pour vous montrer l'ensemble des prostaglandines qui sont produites et la voie du thromboxane A2 qui va avoir son importance pour l'effet anti-agrégant plaquettaire. Alors, j'ai dit que les AINS sont des médicaments inhibiteurs de la cyclooxygénase. Ce qui est intéressant à savoir de ce point de vue-là, c'est qu'on oppose l'aspirine aux autres AINS, parce que l'aspirine est un inhibiteur irréversible. C'est-à-dire que l'aspirine va se fixer sur l'enzyme cyclooxygénase de manière covalente et définitive. Et même si on baisse la concentration, il ne va pas y avoir de déplacement de la liaison. La seule façon de retrouver de la cyclooxygénase, ça va être qu'elle soit resynthétisée. Et comme ce qui est intéressant de ce point de vue-là, et c'est pour ça que j'attirais votre attention sur le thromboxane A2 qui a des propriétés anti-agrégantes plaquettaires, c'est que on utilise l'aspirine à faible dose pour simplement inhiber la synthèse du thromboxane A2 pour avoir un effet protecteur préventif de la coagulation dans les vaisseaux pour des patients qui ont une athérosclérose, par exemple. Et l'intérêt, c'est que de l'aspirine et de cette liaison irréversible, c'est que comme ça agit au niveau des plaquettes, que les plaquettes, je vous rappelle, ce sont des bouts de cytoplasme entourés de parois cellulaires, mais qu'il n'y a plus de noyau. Donc s'il n'y a plus de noyau, il ne peut plus y avoir de synthèse protéique, donc il ne peut plus y avoir de synthèse de cyclooxygénase. Donc pour que on retrouve l'effet agrégant plaquettaire, il faut que les plaquettes soient renouvelées. Donc en fait, la durée d'effet anti-agrégant plaquettaire de l'aspirine est liée non pas à la pharmacocinétique de l'aspirine, mais à la vitesse de renouvellement des plaquettes. C'est pour ça que l'effet est prolongé, et ça prend à peu près 8 jours, et c'est pour ça que des patients qui sont sous aspirine et qui doivent être opérés, on préfère arrêter l'aspirine 8 jours avant pour qu'on ne soit pas en hémorragie sur le champ opératoire. Alors les autres anti-agrégants plaquettaires, eux, n'ont pas une liaison irréversible, donc il suffit que le médicament soit éliminé pour que son effet diminue, simplement parce que la liaison avec la cyclooxygénase se défait et que la cyclooxygénase est libérée et continue d'être efficace. Donc de la cyclooxygénase, ça c'est pour l'enregistrement, il y en a dans beaucoup d'endroits dans l'organisme et ça explique les effets multiples des AINS, non seulement des effets souhaités, mais des effets indésirables. Alors peut-être ce qu'il faut dire aussi, non, avant de passer à la diapositive suivante, les effets indésirables possibles, c'est sur les effets de la cyclooxygénase de la muqueuse gastrique. Ça peut provoquer des gastrites érosives, des ulcères. Au niveau du rein, parce que les prostaglandines sont très importantes pour maintenir perméables les artérioles rénales. Si jamais elles ne sont plus dilatées, qu'elles se collabent, le flux sanguin rénal diminue et il n'y a plus une pression suffisante pour filtrer les glomérules. Voilà. Alors, une présentation classique des choses. On a cru, il y a quelque temps, qu'on avait trouvé un truc absolument fondamental pour la thérapeutique, c'est qu'il y avait des cyclooxygénases dites de type 1 et des cyclooxygénases dites de type 2. Les cyclooxygénases de type 1, ce sont les cyclooxygénases qui sont constitutives, c'est-à-dire celles que l'on retrouve partout pour le fonctionnement normal physiologique de l'organisme. Et les COX-2, ce sont des COX qui n'apparaissent que par induction
à l'occasion d'un phénomène inflammatoire sous l'effet de différentes médiateurs de l'inflammation. On ne va pas détailler. Alors, où est-ce qu'il y a un fonctionnement physiologique en rapport avec les cycles oxygénases? C'est important à voir parce que c'est à partir de ça que l'on va pouvoir identifier un certain nombre d'effets indésirables et ça vous aidera à mémoriser. Au niveau de l'estomac, je l'ai déjà dit. Ah, c'est fantastique, il suffit d'appuyer. C'est comme si j'avais cliqué sur un lien. C'est bien. Au niveau de l'estomac, il n'est pas très joli, mon schéma. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Malgré tout, il contient des informations importantes. Vous avez ici deux types de cellules de la paroi gastrique. Vous avez ici des cellules, des cellules pariétales, qui sont les cellules qui sécrètent les ions H+, et qui sont à l'origine du contenu acide de l'estomac. Et bien là, la pompe qui échange proton contre potassium, qui est une ATPase, est dépendante de l'AMP cyclique. Eh bien, les prostaglandines vont inhiber la production d'AMP cyclique, donc inhiber la pompe. Ça veut dire que les prostaglandines vont avoir un effet antiacide. Bon. Ici, vous avez une cellule qui est dite superficielle et elle sécrète deux choses à la surface, du mucus, et elle sécrète des carbonates. Eh bien, vous voyez que là, les prostaglandines, elles ont un effet stimulant. Donc, vous voyez que les prostaglandines ont un effet protecteur double pour la muqueuse gastrique, d'une part en inhibant la production d'ions H+, de protons, d'autre part en faisant sécréter du mucus et des bicarbonates. Bicarbonates, neutraliser les ions H+, et le mucus a un effet protecteur essentiellement mécanique. Donc on comprend le danger des anti-inflammatoires non stéroïdiens parce qu'en inhibant la production de prostaglandines, on va inhiber un mécanisme physiologique de protection de l'estomac contre sa propre sécrétion. Et à ce moment-là, avec un risque d'atteinte de la muqueuse gastrique. Au niveau du rein, on ne va pas détailler, je vous en ai déjà parlé. Au niveau des plaquettes, on en a déjà parlé. Donc la COX-1 constitutive, c'est essentiellement l'estomac, le rein, les plaquettes. OK? Alors on s'est dit, c'est top ça, parce que on va chercher les molécules en fonction de leur spécificité. Comme on utilise les AINS beaucoup dans les maladies inflammatoires, on va chercher des médicaments qui sont sélectifs de la COX-2 et qui ne vont pas toucher à la COX-1, donc on n'aura pas les effets indésirables par les perturbations des mécanismes physiologiques. Malheureusement, on s'est rendu compte que ce n'était pas aussi simple et que la COX-2 n'était pas seulement inductible, qu'elle était en partie constitutive et qu'on n'avait pas, même avec un inhibiteur sélectif de la COX-2, on avait quand même des effets indésirables par inhibition de la COX-1. Donc les illusions sont un peu tombées. Alors c'est des médicaments que l'on peut administrer essentiellement par voie orale, pas toujours, hein, il y a des formes injectables qui sont bien absorbées et qui sont bien efficaces par cette voie. Ce qui est intéressant à noter, c'est que l'aspirine est une prodrogue, donc ce qui fait que j'étais un peu imprécis tout à l'heure quand j'ai dit l'aspirine se lie, etc. C'est le principe actif, c'est pas l'aspirine, qui est l'acide acétylsalicylique, mais c'est le métabolite, c'est l'acide salicylique qui est déacétylé. Alors, ce qui est intéressant dans la distribution à savoir, c'est que les AINS sont très liés à l'albumine et que ça a une conséquence en thérapeutique, c'est pour les interactions avec d'autres molécules qui sont très liées à l'albumine. Et principalement, c'est le méthotrexate. Donc le méthotrexate
si on donne de l'aspirine en même temps que le méthotrexate, on va déplacer par compétition au niveau des sites de l'albumine le méthotrexate de ces sites de liaison. Libre, il va pouvoir donc diffuser et avoir ses effets. Et en l'occurrence, ça va être une toxicité hématologique. Je distille. L'élimination. Ce qu'on peut dire dans l'élimination, c'est pour l'intoxication à l'aspirine, c'est un acide. C'est une substance qui est ionisée acide dans un pH alcalin. Et vous savez que les molécules qui sont très ionisées traversent moins bien les membranes. Donc quand on a une situation d'intoxication par l'aspirine, en donnant une diurèse alcaline, on va permettre d'avoir des urines alcalines. Donc dans ces urines alcalines, l'aspirine va être très ionisée, elle ne va pas être bien réabsorbée, donc elle va être éliminée. C'est une façon de mettre l'aspirine à la porte en cas d'intoxication. Ah oui, ce que je ne vous ai pas dit sur le métabolisme de l'aspirine, je vous dégage l'effet saillant, c'est que le métabolisme est saturable et que quand on augmente la concentration et que on sature le métabolisme, la cinétique change. La cinétique habituelle des médicaments, elle est dite d'ordre 1, c'est-à-dire que l'élimination est proportionnelle à la concentration. Plus la concentration est élevée, plus ça s'élimine, ce qui donne des exponentielles décroissantes quand on regarde la concentration en fonction du temps. Et quand on est en situation de saturation, en fait, la cinétique d'ordre 1, elle est liée au fait que plus il y a du substrat, plus il y a d'enzymes sollicitées. Mais il y a une limite à ça, c'est la quantité d'enzymes disponibles. Donc on ne peut pas augmenter, en augmentant la concentration, indéfiniment la quantité éliminée. Quand on arrive en situation de saturation, on passe de la cinétique d'ordre 1 à la cinétique d'ordre 0. C'est-à-dire qu'on fait travailler au maximum les enzymes qui sont disponibles, mais on ne peut pas aller au-delà. Donc si on augmente la concentration, donc si on augmente l'apport de substrat, il n'y aura pas plus de produits éliminés, mais il y aura toujours la même quantité, qu'elle sera constante. Donc du coup, le produit va s'éliminer beaucoup moins vite. Et on peut même plus calculer vraiment une demi-vie, parce que la demi-vie, elle se calcule sur une décroissance exponentielle. Là, vous voyez la concentration qui baisse lentement. Et ça a un impact en thérapeutique, c'est que quand vous donnez de l'aspirine par voie injectable, une grande quantité d'un coup, vous allez saturer les capacités d'élimination, et ça explique probablement pourquoi l'effet d'aspirine injectable est plus long que l'effet de l'aspirine administrée par voie orale. Alors, ce que l'on sait, c'est que l'aspirine a son effet qui est proportionnel à sa concentration et qu'on a pu définir un intervalle thérapeutique. Mais ce qui est intéressant à noter, c'est que l'effet... je n'ose pas parler d'effet antalgique parce que c'est marqué non établi. Mais en général, antipyrétique et antalgique, ça marche ensemble. En tout cas, c'est comme ça pour le paracétamol. Vous avez, voyez, le chiffre n'est pas à retenir, c'est simplement pour la lecture. Ah, merde, oui. Voilà. L'effet anti-inflammatoire, et c'est là où je voulais en venir, est obtenu pour des doses et des concentrations plus élevées que l'effet antipyrétique et analgésique. Et qu'on observe des effets indésirables avec des acouphènes pour des concentrations
beaucoup plus élevé. Mais vous voyez que les acouphènes 200, on est dans les zones anti-inflammatoires. C'est pour ça que c'est un anti-inflammatoire qui n'est pas très aisé à manier. Bon, l'effet antalgique de l'aspirine, palier 2. Excusez-moi, palier 1, c'est ça qu'il faut retenir. Le reste, c'est de la littérature. Ça vous décrit, ça vous fixe les idées, mais retenons des choses simples. Bon, l'effet antipyrétique de l'aspirine est un effet important. Ce médicament a été longtemps le chef de file des antipyrétiques utilisés pour l'enfant. Le problème, c'est qu'on a observé des effets indésirables graves qui ont réduit beaucoup la consommation. Très curieusement, cette épidémie d'effets indésirables graves a été géographique. C'est-à-dire qu'on l'a vu beaucoup aux États-Unis, on l'a vu beaucoup en Grande-Bretagne, et pour des raisons mystérieuses, beaucoup moins en France. Est-ce que ce sont des raisons génétiques, des raisons d'environnement? On ne le sait pas. Mais en tout cas, l'effet indésirable grave que l'on observait, c'est un syndrome de Reille, R-E, Reille c'est un nom propre, R-E-Y-E. Et ce syndrome associe une encéphalopathie avec une insuffisance hépatique. Donc c'est quelque chose de grave et que l'on a observé à l'occasion de prescription d'aspirine au cours d'infections virales, notamment la varicelle. Du coup, ils ont réduit les indications aux États-Unis, pas la varicelle, pas les infections virales. Vous parlez quand il y a une fièvre, comme c'est difficile de savoir si c'est viral ou pas viral. Donc du coup, dans le doute, on s'abstient. Et en Grande-Bretagne, ils ont supprimé toutes les formes pédiatriques. Comme ça, c'est encore plus radical. En France, on n'a pas pris de mesures parce qu'on n'a rien vu, mais ça a eu un impact important sur les pédiatres qui ne prescrivent plus guère, ou peut-être même plus du tout, d'aspirine. Par contre, c'est pour les anti-inflammatoires non stéroïdiens, dans le traitement de la fièvre, c'est l'ibuprofène qui a pris le relais. Donc on a vu antalgique, antipyrétique, antiagrégante plaquettaire. On ne va pas détailler. Si déjà vous retenez ça, c'est bien. Et puis on a vu anti-inflammatoire. Alors ça, c'est les posologies. Alors, l'aspirine, c'est un médicament qui est bien absorbé par voie orale, qui traverse la barrière fœto-placentaire. Quel est le risque du passage d'un AINS, notamment de l'aspirine, à travers la barrière placentaire? Dites. Comment? Voilà, le risque de la fermeture du canal artériel. Vous savez que le canal artériel est un court-circuit de la circulation pulmonaire qui n'est pas suffisamment fonctionnel pour permettre la circulation pendant la vie intra-utérine. Il y a des choses que je vous ai déjà racontées comme une histoire, donc ce n'est pas la peine, les diapositives deviennent superflues. Les associations contre-indiquées, c'est les anticoagulants oraux, parce que ajouter les antivitamines K aux antiagrégants plaquettaires, ça accroît le risque hémorragique. Le méthotrexate, c'est une question de dose, mais c'est essentiellement une interaction qui se fait au niveau de la liaison à l'albumine, avec un déplacement du méthotrexate vers un méthotrexate libre et non plus lié, et une augmentation de la toxicité hématologique. Le reste, ce sont des associations déconseillées parce que ça va cumuler les actions, par exemple avec d'autres AINS, avec tous les médicaments qui peuvent faire saigner, avec les corticoïdes, etc. Alors les précautions d'emploi, vous retrouvez, c'est redondant par rapport aux interactions, c'est le méthotrexate. Là, vous retrouvez des choses déjà vues.
Là, c'est un petit peu catalogue, mais vous pouvez le déduire. Ça, je vous l'ai dit. Alors, les effets indésirables de l'aspirine sont fréquents, hein. Il y a beaucoup d'impacts digestifs, notamment, sur la coagulation, évidemment sur la grossesse. Rare, très rare, donc on passe. À dose élevée, quand on l'utilise comme anti-inflammatoire, il y a notamment des acouphènes. Alors, vous voyez, on trouve un homogramme du même type que celui de l'aspirine en situation d'intoxication pour juger, à partir de la concentration plasmatique et du temps écoulé depuis l'administration, de la gravité potentielle et du pronostic de l'intoxication. L'ibuprofène, autre AINS. Alors, c'est un AINS qui, lui, n'a pas une liaison irréversible avec la cyclooxygénase, donc c'est plus du tout le même cadre. Il y a une particularité, c'est que c'est un mélange racémique de 2 isomères. Alors, oh là là, qu'est-ce qu'il nous raconte là? C'est pas compliqué. Vous avez ici, on a un isomère quand on a un carbone asymétrique. Un carbone asymétrique, il y a 4 valences. Les 4 valences sont saturées par quelque chose de différent. Et quand on est dans cette situation, eh bien, il y a 2 représentations de la molécule qui sont symétriques l'une de l'autre, image en miroir, mais qu'on ne peut pas superposer. Donc on dit qu'il y a une forme droite et une forme gauche. Ça a une importance en thérapeutique, parce que ces molécules droite et gauche n'ont pas forcément le même effet, pas forcément la même pharmacocinétique. Et quand on donne une molécule qui a un carbone asymétrique et qui, du coup, est représentée sous la forme d'un énantiomère droit et d'un énantiomère gauche, 50%, 50%, il n'y a parfois qu'une seule des 2 molécules qui agit. Vous savez que dans l'industrie pharmaceutique, quand on produit une molécule, on a une protection à peu près 20 ans qui comprend le développement et puis ce qui reste des 20 ans quand on met sur le marché. D'où l'idée d'aller vite sur le marché pour gagner plus de sous. Hein. Donc ça, c'est... Eh bien, quand on arrive à la fin de la protection, la molécule tombe dans le domaine public et n'importe qui peut s'en emparer pour la commercialiser. Alors, ce que les industriels font parfois, quand ils ont un mélange racémique de 2 énantiomères, c'est comme leur molécule sous forme racémique tombe dans le domaine public, après avoir identifié laquelle des 2 était active, ils vont se mettre à synthétiser simplement l'autre moitié. Mais là, ça repart comme si c'était une molécule neuve, avec de nouveau une protection de 20 ans. Et c'est ça toute là-dessus. Donc c'est pour ça que vous voyez parfois des molécules qui ressortent alors qu'elles étaient sur le marché sous une forme racémique, le dextro, machin truc, ou le levo, machin truc. Hein, en fait, ça vient de là, mais c'est important de savoir d'où ça vient. C'est pour ça que je vous raconte que ce sont des énantiomères. C'est pareil, en cas d'intoxication, il y a un homogramme, parce que la concentration étant à une valeur, une concentration plasmatique à une valeur pronostique. Sur ces quelques diapositives sont récapitulés les principaux effets indésirables des AINS, et ça c'est important quand même d'avoir au moins les têtes de chapitre. Les effets digestifs, ce sont les plus fréquents. Le plus souvent, ils sont peu graves, mais ils peuvent être graves et entraîner des ulcérations gastriques et des hémorragies. C'est ça qui est à retenir. Les effets hépatiques. Eh bien, l'aspirine a une toxicité hépatique qui entraîne une augmentation des transaminases, et surtout quand les doses sont élevées. Les autres AINS ont aussi une toxicité hépatique, mais moindre que l'aspirine. Donc, l'estomac, le foie. Estomac, foie, système nerveux. Les effets indésirables les plus fréquents
des INS sont les céphalées. Il peut y avoir les acouphènes, bon, et puis d'autres effets rares mais moins graves, type trouble de l'équilibre. Donc céphalée le plus fréquent. Donc le rein, le système nerveux, maintenant le rein. Et le rein, vous l'aurez compris avec ce que nous avons dit, c'est surtout l'indométacine qui a l'effet le plus puissant, avec des conséquences sur la motricité des vaisseaux rénaux, avec une perte de vasodilatation, un défaut de perfusion. Alors ça provoque des lésions rénales de différents types, on ne rentre pas dans le détail, mais qui aboutissent à l'insuffisance rénale. Donc les symptômes à surveiller, enfin les signes à surveiller, c'est la présence de sang et d'urine, et de protéines dans les urines. Effet indésirable des INS cutanés, avec des manifestations allergiques fréquentes, pouvant se manifester sous forme de syndrome type Stevens-Johnson, qui est finalement une épidermolyse bulleuse avec un tableau type comparable au brûlé. C'est grave parce que c'est une porte d'entrée infectieuse, que c'est une porte d'eau et d'électrolytes. Toxicité hématologique pour certains, une dépression de la moelle, et puis le syndrome de Wright dont je vous ai parlé, mais c'est surtout l'aspirine. Ça, on peut passer. Hein. Voilà, ça c'est la dernière diapositive qui vous met en parallèle pour le rapport bénéfice-risque les anti-inflammatoires et le paracétamol. Vous voyez, ils sont tous les deux analgésiques antipyrétiques. Seuls les INS sont anti-inflammatoires, seuls les INS sont anti-agrégants plaquettaires. Et pour les effets indésirables, vous voyez, toxicité gastrique, risque d'hémorragie, obstétrique, c'est le canal artériel, l'insuffisance rénale, l'hypersensibilité, c'est essentiellement les INS. J'ai été volontairement schématique, surschématique. Mais ce que je souhaite, c'est que vous reteniez les choses essentielles. Tant pis pour le reste, vous avez le temps de construire autour après, parce que les questions qu'on vous posera à l'examen, c'est sur des choses essentielles. Et c'est ça avec lesquelles il faut graver votre mémoire pour commencer. Donc je vous souhaite de retenir les choses essentielles et je vous souhaite d'avoir une bonne note à l'examen. Et je vous remercie de votre attention. Bonne fin de journée. Au revoir.